Bonjour, je suis Patricia, coordonnatrice provinciale de la ressource et bienvenue au balado de la ressource, à la loupe, les ressources professionnelles francophones en Ontario. La ressource est une initiative provinciale qui vise à améliorer l'accès aux services cliniques spécialisés francophones en Ontario. La ressource soutient les professionnels et les agences qui offrent des services à des adultes francophones ayant une déficience intellectuelle et des besoins cumulés de santé mentale ou présentant des comportements ayant des défis. Une des initiatives de la ressource est donc de partager des ressources en français. Nous avons un site web dans lequel on peut retrouver des ressources. Nous animons également des groupes de discussion virtuels avec des participants travaillant à travers l'Ontario. Et cette année, nous avons un nouveau moyen de partage, soit le balado-diffusion. Pour notre sujet d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'itinérance. Alors, c'est quoi l'itinérance? Quelle est la trajectoire vers l'itinérance? Et les types d'interventions qui peuvent mieux soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle et des besoins complexes. Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, nous avons invité Guillaume Ouellette, chercheur au CREMIS et professeur associé à l'École du travail social de l'Université du Québec à Montréal. Guillaume, bienvenue à notre série de balado avec la ressource. Merci, je suis content d'être là. Oui, merci. Donc, est-ce que tu peux vraiment te présenter et nous parler un peu de ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Je suis Guillaume Ouellette, je suis chercheur au CREMIS. Le CREMIS, c'est un centre de recherche sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. C'est un centre de recherche qui est implanté au sein du réseau de la santé et des services sociaux au Québec, à Montréal. Mon parcours de recherche, je suis sociologue de formation. J'ai, depuis les 20 dernières années, étudié beaucoup ce qu'on appelle le champ des problèmes sociaux, en m'intéressant particulièrement aux personnes qu'on dit vulnérables, les personnes à risque de judiciarisation, à risque d'itinérance, à risque de psychiatrisation. Donc, j'ai circulé dans plusieurs milieux, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et donc, c'est des questions qui m'intéressent. C'est des populations qu'on peut voir séparées. Les personnes en détention, les personnes à la rue, les personnes en psychiatrie, mais finalement, on retombe sur les profils très similaires. On peut en parler aujourd'hui, je pense. Oui, absolument. Oui, puis on est très excités pour ça. Donc, commençons justement donc la définition de l'itinérance. Donc, c'est quoi l'itinérance? Comment est-ce qu'on définit l'itinérance? Oui, c'est intéressant parce qu'au Canada, on a une définition déjà qui a été faite par l'Observatoire canadien sur l'itinérance en 2012, puis qui est mise à jour régulièrement. Puis cette définition-là nous rappelle déjà qu'il faut sortir de l'image traditionnelle qu'on a de la personne, l'homme assez âgé, alcoolique, qui se retrouve à la rue. On n'est Sur pas un banc, dans la rue. Oui, c'est ça, cette fameuse image qui colle encore à l'itinérance, mais de moins en moins parce qu'on voit vraiment se diversifier les profils, malheureusement, à la rue. Et donc, cette définition-là nous rappelle que l'itinérance, ça peut concerner une personne, mais ça peut aussi concerner une famille entière, une collectivité qui ne dispose pas de logement stable, sécuritaire, permanent, ou qui n'a pas les moyens d'y accéder. Donc, c'est pas, ça s'explique pas juste par des phénomènes individuels, on a aussi des effets structurels. Donc, s'il n'y a pas d'offre de logement, on comprend qu'on crée une crise de façon structurelle et que c'est pas un problème individuel. Donc, ça, c'est pour la grande définition plus globale, je dirais. Puis, donc, est-ce qu'il existe différentes formes d'itinérance? Oui, c'est sûr. On a déjà les deux grandes catégories dont on parle souvent, l'itinérance visible, l'itinérance invisible, hein. On va parler de personnes donc visibles parce qu'ils sont dans l'espace public, puis on les voit là, ils sont en situation de précarité, les sans-abri, qu'on va souvent dire. Mais on a aussi toutes les populations qui circulent dans les refuges, dans les centres de jour, qu'on voit moins à la rue, mais qui sont tout à fait en situation de précarité, de grande précarité, sinon sans logement. Euh, il y a aussi les personnes qui font du couchsurfing un peu partout, là, qui circulent chez des amis, dans de la famille, dans différents réseaux où ils vont emprunter un bout de divan puis essayer de passer quelques temps là. Et quand on parle d'itinérance aussi, c'est important de parler des personnes à risque d'itinérance aussi, ou à risque de précarité résidentielle. Donc là, c'est toute une frange de la population qui se retrouve avec peu de moyens là, pour se maintenir en logement et qui est à risque de basculer dans l'itinérance. Justement, donc, cette précarité-là, c'est quoi le trajectoire le plus fréquent vers l'itinérance?
Surtout si parce que notre entier, c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle et des besoins complexes. Donc, en général, oui, mais aussi pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Oui, ben c'est ça, quand j'ai fait beaucoup d'études sur dossier, là, en détention, en itinérance, en psychiatrie, comme je disais tantôt, puis on voit une trajectoire quand même se détacher, là. On voit des personnes qui, à l'enfance, ont eu des milieux familial avec de la violence ou des abus. Souvent, ces personnes-là vont avoir des traumas dès l'enfance. Mhm. Tout ça est documenté, mais en tout cas, je reviendrai là-dessus. Mais donc, à l'enfance, on fait ce profil-là. À l'entrée en milieu scolaire, ben là, on va voir des difficultés scolaires qui vont conduire souvent à une évaluation de la personne. Et là, on va voir si elle a un diagnostic, par exemple, de déficience intellectuelle ou dyspraxie ou peu importe d'autres syndromes. Et donc, on va essayer de suivre ces jeunes-là. À l'adolescence, ce qui est assez classique, on voit aussi, ça va être des placements ou des sorties du milieu familial pour être placés en refuge ou en centre jeunesse. Là, on va avoir des fugues, des petits délits qui vont se commettre. L'adolescent, tranquillement, va être tagué un peu de jeune délinquant de plus en plus. Puis quand on approche de l'âge adulte, ben là, on a une rupture de service qui se fait. Ici, au Québec, les services enfance vont jusqu'à 21 ans, mais ensuite, il y a une rupture de service parce qu'on bascule dans les services adultes et on n'est pas toujours accompagné ou capable de soutenir ces personnes-là. Et donc là, les personnes arrivent dans des situations de grande précarité. Donc, vous voyez un peu le profil type, là, c'est souvent cette histoire-là qui est racontée avec des déclinaisons là, qui varient en fonction des individus, mais on a cette grande trajectoire-là qui explique une grande portion du phénomène. En Ontario aussi, il y a une grande rupture. Mais la tradition entre les jeunes et l'adulte, on le vit aussi beaucoup en Ontario, où est-ce que les services, c'est pas les mêmes. Services adultes versus jeunes, il y a moins de sport, il y a moins de soutien. C'est un gros changement aussi, là. Oui, C'est puis pas les évident. services qui deviennent sur base du volontariat, donc la personne, il faut qu'elle les Oui, demande, puis il faut qu'elle y oui. consente. Et là, on a un jeune au profil dont je vous dis qui a été pris en charge, qui a été traumatisé, qui a été abandonné dans certaines situations, qui a eu un grand roulement d'intervenants qui ont été autour de lui. À l'âge adulte, s'il se fait proposer quelque chose, c'est pas garanti qu'il va dire oui, il est un peu échaudé, un peu. Mm. C'est ça. C'est plus difficile pour cette personne-là d'aller de façon spontanée vers des services. Absolument, il y a moins de soutien. C'est ça, il y a moins de soutien vers ces services-là, malheureusement. C'est compliqué aussi d'accéder à ces services-là. C'est comme accéder au SODI en Ontario. Donc, ce système est aussi un petit peu compliqué. On a fait un balado sur ça justement pour Ouais. les personnes. Est-ce qu'il y a une surreprésentation des personnes qui sont en situation d'itinérance? On présume qu'il y a une surreprésentation des personnes qui ont une déficience qui se retrouvent à la rue. On présume parce qu'au niveau méthodologique, c'est très, très compliqué à faire ça. Mais ce qu'on voit dans les études, c'est qu'on nous dit que environ 1% de la population aurait une déficience intellectuelle. Donc, Mhm. ça, c'est grosso modo, là, si on utilise la courbe normale et tout ça. Donc, c'est une projection. Et quand on arrive dans le milieu de la rue, les études nous disent ben, on serait à 12% ou 39% du phénomène, là. Donc, ça varie énormément, comme je dis, au niveau méthodologique, c'est pas clair. Puis en détention, j'ai vu la même chose, en fait. J'ai vu qu'il y avait une surreprésentation qui se retrouve en détention. Donc, on présume que oui. Puis c'est important de dire que la cause, c'est pas d'avoir la cause de l'itinérance, c'est pas la déficience intellectuelle, hein. C'est encore une fois, c'est les conditions de pauvreté, des services qui se mettent en place, la rareté du logement abordable, des ruptures familiales, des sorties d'institutions qui n'ont pas été planifiées, ou dont il n'y a pas eu d'accompagnement ou de transition. Donc, on crée le phénomène socialement. Donc, j'aime parler de l'itinérance comme d'un phénomène social avant tout, avant d'être un état individuel, hein. Il y a aussi les enjeux systémiques qui viennent dans cette conversation-là. Donc, est-ce que les personnes sont plus à risque? Je sais que tu as déjà mentionné au début le trajectoire de la Ouais. personne, mais si on inclut ces enjeux systémiques-là, qu'est-ce qu'on peut en dire sur ça? Ben oui, c'est sûr, ça rend les personnes plus à risque de se retrouver dans des conditions de précarité, mais plus à risque d'exploitation, de victimisation à la rue aussi. Euh,
les personnes vont être hébergées, vont demander service à quelqu'un. Ben, quand tu demandes un service, il y a quelque chose que tu dois donner en retour. Donc, c'est une roue qui s'enchaîne. On crée des conditions Mhm. structurelles dans lesquelles les gens sont mis en extrême précarité. Puis ensuite, ben là, on alimente la roue en leur donnant pas les conditions pour qu'ils s'en sortent. Donc, justement, donc, ça serait quoi les meilleures pratiques d'intervention auprès des personnes qui sont en situation? Surtout avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, là, c'est bien, bel et bien notre lentille. Ben, les moments de transition, je pense qu'il faut vraiment De jeunes les voir. adultes? Donc oui, la transition vers l'adulte, la fin de la scolarisation, c'est quelque chose de délicat, les changements de milieu de vie. Là, je parle de mettre un soutien social pour pas que ça arrive, là, pour pas que ça bascule. Euh, Vraiment accompagner la personne. Fait que les meilleures pratiques, c'est un peu ça ta question, en fait, quelles sont les Oui. meilleures pratiques à mettre en place? Ben, on va voir qu'avec ces personnes-là, particulièrement, c'est important de recréer un lien social, donc une présence significative, que l'intervenant devienne quelqu'un qui est reconnu par la personne. Puis ça se fait pas avec un plan d'intervention à la main. Il faut vraiment prendre le temps de créer le lien, que la personne te reconnaisse, puis finisse par écouter, puis tu sais, se confier ou parler de ses désirs. Donc, ce qu'on voit, nous, qui fonctionne bien, c'est une approche très, très organique, j'ai le goût de dire, de rencontre avec les Mhm. personnes là où elles sont, euh, de leur parler un peu de leur intérêt, de comment ils se projettent, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation actuelle, pour sonder un peu qu'est-ce qu'ils aimeraient dans la vie, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on leur propose, qu'est-ce qu'ils aimeraient comme type d'accompagnement. Donc, on va parler vraiment d'autodétermination dans ce cas-là, en Mhm. remettant la personne, le sens qu'elle donne à sa situation, puis le sens qu'elle donne à la trajectoire pour s'en sortir, ça va être super important de l'accompagner dans ça. Ensuite, il y a plusieurs approches qui sont bonnes aussi à mobiliser, dont la réduction des méfaits. Ça veut dire tolérer des fois que la personne puisse consommer de la drogue ou de l'alcool sans l'exclure de la ressource ou sans mettre fin au suivi. Donc, d'avoir un peu une élastique de tolérance à certains comportements qu'on pourrait dire nocifs, mais qui font partie de la vie de cette personne-là. Puis, la clé dans tout ça, c'est que oui, le lien avec la personne, mais je parlais de service puis de réseau tantôt, ben, c'est de faire des collaborations, de prendre en charge plus en mode réseau plutôt qu'en silo les personnes. On parle souvent de ça. Travail en silo, où tout le monde travaillerait un peu dans son sens. Et Mhm. le travail en réseau, qui serait le contraire, qui serait vraiment une idée d'un réseau, un filet de soutien fait de plusieurs types d'acteurs différents qui se mettent autour de la personne. Justement, est-ce que tu as des exemples de collaborations qui ont bien réussi avec des partenaires communautaires? Oui, moi, j'ai documenté un programme de suivi probatoire pour des personnes qui avaient une déficience ou qui étaient autistes, qui avaient des conditions de probation, en fait, après une judiciarisation. Donc, on peut déjà dire, ah, ben, c'est une situation qui est malencontreuse, c'est déjà, on est dans le suivi probatoire. Comment ça peut être une histoire à succès? Ben, c'est que l'organisme qui s'est occupé de ce projet-là a décidé de prendre le temps de probation. Donc, souvent, c'est 2 ans, parfois 3, pour dire, ben, c'est une fenêtre d'opportunité où on a la personne avec nous devant nous pour Mhm. voir qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle souhaite. Puis non seulement on a ça, mais on a du temps aussi pour faire une transition réussie, pour faire les contacts avec les services en déficience intellectuelle, faire les contacts avec des organismes communautaires. Et à la fin, à la levée des mesures de probation, ben, la personne, elle est complètement reprise dans un autre réseau, dans une autre filière. Elle sort du pénal, puis elle se retrouve dans une autre filière. Fait que dans ce cas-là, on avait un organisme communautaire qui est la Maison Intervalle, qui travaillait, qui avait le mandat, en fait, donné par le ministère de la Sécurité publique de faire le suivi probatoire. Et on a le réseau de la santé et services sociaux qui a mis des ponts aussi pour que ça discute tout ce monde-là pendant la période de probation pour qu'à la fin du mandat, ben, on réussisse à maintenir la personne dans des meilleures conditions. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des fois des défis dans l'intervention, soit en tant que travailleur ou même travailler en collaboration avec la communauté? Y a-t-il des moments qui sont plus difficiles dans l'intervention?
Oui, malheureusement, il y a plus de moments difficiles que de moments faciles, je dirais déjà pour J'avoue. répondre à la question. Une des choses qu'on remarque qui est nuisible, c'est la logique qui fonctionne par épisode de service. Je ne sais pas si ça vous parle, vous, de votre côté, où on va déterminer à l'avance, on va évaluer la personne, on va dire, bon, ben, ton besoin de soutien va être d'1 heure semaine pendant 10 Ouais. semaines. Mhm. Et on va cadrer ça, on appelle ça un bloc d'épisodes de service. Et au bout d'une semaine, ben, soit qu'on refait un autre épisode de service sur d'autres besoins ou qu'on ferme le dossier. Et souvent, ça va être, ben, on n'est pas vraiment arrivé à grand-chose en 10 semaines. On ferme donc le dossier, tu n'es plus admissible à nos services. Et donc, la logique en épisode de service, elle contredit complètement ce que je disais au niveau du lien relationnel, Ouais. de prendre le temps, d'offrir du soutien dans les transitions. Donc, on a ça. On a le fameux manque de temps. Il y a une pression énorme sur les intervenants à produire, à performer, avoir beaucoup de personnes à faire, beaucoup de rendez-vous dans une journée. Fait que ça vient contrecarrer encore ces effets-là. Tantôt, je parlais de la logique en silo. Ben, tout le monde voit un peu à travers sa lunette la personne. Donc, le ministère de la Sécurité publique la voit comme une personne potentiellement dangereuse ou criminelle. La personne de la santé de la santé va l'avoir comme il y a des problèmes de santé, des enjeux de santé. En éducation, on va l'apercevoir comme quelqu'un qui a des troubles d'apprentissage puis qui est un peu dans la délinquance ou dans la nonchalance. Et ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on crée des profils complexes. C'est qu'on parle d'une Mhm. personne finalement qui n'est pas si difficile à comprendre. Tantôt, je vous l'ai dit, la trajectoire, c'est une personne, un jeune qui est évalué, qui a des sciences intellectuelles. Et plus qu'on met des lunettes différentes sur la personne, elle devient extrêmement complexe. Puis là, on s'embrouille en fait, puis on ne sait plus trop quoi faire avec. Et le Mhm. phénomène qui arrive, des chercheurs belges appellent ça la déresponsabilisation en cascade. C'est qu'on va dire, ah, ben, c'est pas vraiment mon profil, c'est pas vraiment de cette personne-là que je m'occupe. Puis tout le monde va faire ça dans un genre de jeu de ping-pong où la personne finalement est jamais prise en charge ou on répond pas à ses besoins. C'est un bon point parce que nous, on est financé par le secteur de la déficience intellectuelle, mais le secteur de la santé mentale, c'est un autre ministère. Fait que Oui, souvent, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec, mais souvent, quand on a une personne qui a une déficience intellectuelle et un double diagnostic, donc des besoins complexes, des fois, c'est difficile de pouvoir qui fait quoi. Ah, moi, j'ai pas d'expérience en santé mentale ou j'ai pas d'expérience avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, c'est difficile aussi de travailler ensemble. Et là, on ajoute cette situation d'itinérance qui fait un autre ajout à leurs besoins oui, complexes et ça oui. devient difficile. Avec dépendance qui peut s'ajouter à ça, avec travail du sexe. Donc là, tous ces acteurs-là qui deviennent vraiment à dire, mais j'ai pas la compétence. Les intervenants vont dire, je doute de moi, je veux pas empirer la situation, tout ça. Fait que c'est pas par mauvaise volonté, mais Non, c'est ça. on a toujours l'idée que quelqu'un, quelque part, va dire, ah ben oui, moi, c'est de ces personnes-là que je m'occupe. Mais finalement, c'est un impensé du système. Ces personnes-là ne sont pas planifiées, ne sont pas prévues dans le plan. Et Mhm. c'est ça qui arrive, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'elles existent à travers nos lunettes de chaque service. Et quand Oui. moi, j'analyse les dossiers là, de A à Z, là, j'ai accès à beaucoup, beaucoup de choses. Ben, je me rends compte que finalement, ça a été ça l'histoire de sa vie à cette personne-là, de se faire évaluer, de se faire dire, ah, nous, notre service ne cadre pas tout à fait, mais un autre service va cadrer. Ensuite, une période Mhm. de rupture de service. Ensuite, et c'est l'histoire de leur vie, en fait. Oui, c'est désolant. Tout être humain est complexe. On a plein de complexités, donc c'est difficile on ne peut pas avoir une solution pour un problème. C'est complexe. Oui, puis moi, je trouve intéressant de revenir un peu historiquement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit rendu à voir ça complexe? Si on se Mhm. rappelle, hein, dans les années 50 puis avant, c'était l'institutionnalisation de ces profils-là, Oui. hein. Personne n'était en institution asilaire. Elles étaient vues à travers une étiquette, l'étiquette de déficient ou de malade mentaux, peu importe. On leur collait l'étiquette unique. Elle n'était pas complexe du tout, la personne. Et l'institution n'était pas complexe non plus. C'était là qu'elle va, cette personne-là. Oui. Et avec le tournant de la désin, ce qui est positif parce qu'on a sorti les personnes de conditions horribles en institution, on s'est dit, on va agir hors des murs maintenant. Et c'est là que Dans la les acteurs communauté. se multiplient. Et là, on veut Mm. travailler en réseau et tout ça. Et ben, encore une fois, ça devient qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs autour des personnes, mais il n'y a pas nécessairement une grande coordination des services. Il n'y en a pas de coordination des services. Et Mhm. ce que j'ai documenté dans mes recherches, c'est en fait, il y a beaucoup plus d'agitation publique que d'action publique dans ces cas-là.
Je m'explique, on s'agite dans le sens qu'on met, il y en a du monde autour de ces personnes-là, là, des fois 19 intervenants, 8 plans d'intervention différents, mais pas de coordination. Fait qu'on génère beaucoup de papier, en Oui, fait, mais on n'a pas beaucoup de portée d'action pour sortir la personne de ces conditions de misère. c'est un bon point. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux soutenir ou bien soutenir ces personnes à long terme? Une Ben, question j'ai parlé complexe. oui, c'est une grande question, mais j'ai parlé de l'épisode de service, ça me semble un truc clé, d'arrêter avec cette idée d'épisode de service pour être dans une logique de trajectoire plutôt, d'accompagnement de la trajectoire des personnes, avec des points de vigilance dans les transitions, comme j'ai dit. Fait que, oui, des plans d'intervention, pas de fermeture de dossier, l'évaluation, pas une fois c'est fait, check, on a fait Mm. l'évaluation en situation qui évolue. Euh, le défi rencontré par plusieurs aussi, c'est de gérer du budget, hein. Fait qu'ils vont avoir besoin d'aide dans toutes sortes de domaines. Gestion des finances, le maintien d'un logement, prendre soin de leur santé. Il faut favoriser leurs relations sociales, fait que les faire un peu sortir. Souvent prendre en charge les démarches administratives qu'ils ne sont pas vraiment capables d'assumer. Donc, ça peut être ça, c'est une vision long terme de soutien qui n'est pas juste dans le tu dois faire ça, mais de faire aussi pour la personne quand elle n'est pas habilitée à faire. Donc, Mhm. on a une idée beaucoup de par et pour maintenant, les actions par et pour. La personne, c'est elle qui s'implique, puis c'est elle qui prend le truc. On peut avoir par et avec. Donc, certaines choses, elle peut le faire, d'autres choses, c'est l'intervenant qui le fait. Puis des fois, c'est faire pour la personne. Puis Ouais. c'est correct aussi dans certaines situations de faire pour la personne, même si c'est pas ça l'injonction normative d'autonomie qu'on a en société. Mais il faut dire qu'on met en échec des personnes présentement quand on ne vient pas les aider, là. Donc, Y cette a-t-il logique-là d'une politique de filet continu, d'un filet soutenu là, tout au long de la vie, je pense que c'est une des grosses pistes. Oui, bien, justement, y a-t-il ou est-ce qu'on pourrait comme explorer plus de stratégies de prévention qu'ils pourraient mettre en place, surtout avant la transition, parce que on parle que la transition, c'est un moment qui est difficile et complexe justement pour les personnes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au début? C'est bien beau de les aider quand ils en ont besoin, mais qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Ouais, ben oui, prévoir déjà, prévoir toutes Mm. les transitions. On le sait qu'une personne qui est enfant, elle va évoluer puis elle va devenir adulte. On peut commencer dès maintenant, là. On peut commencer dès Mhm. la naissance. Puis on sait que ces personnes-là, statistiquement aussi, ça on n'en a pas parlé, mais elles ont plus de chances d'être justement à la rue, elles ont plus de chances d'être judiciarisées, elles ont plus de chances d'avoir des difficultés, de la précarité. Donc, on le sait, avant même de naître, que c'est les personnes qui vont avoir ce profil-là vont connaître plus d'abus, vont être plus victimes. Donc, il faut être vigilant avec la prévention, surveiller toutes les étapes de l'entrée à l'école jusqu'à la fin de la scolarisation. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la scolarisation? En tout cas, ici au Québec, il ne se passe pas grand-chose. Pas vraiment de, pas vraiment de ressources, il n'y a pas vraiment de continuité. Il y a vraiment là une grosse rupture. Fait que prévoir qu'est-ce qui se passe à la fin de la scolarisation, accompagner le passage à la vie adulte, évidemment. Il y a malheureusement aussi la réalité des parents qui sont vieillissants, hein, qui se retrouvent avec des Mhm. personnes de plus en plus âgées et avec des besoins énormes qui ne se sont pas fait aider. Donc, en prévention, ben, c'est aussi faire le contact avec les parents, voir leurs besoins eux autres aussi. On est encore là dans une idée d'un réseau. C'est un réseau d'acteurs autour des personnes. Ce pas des personnes isolées. Donc, c'est sur le réseau qu'il faut travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus spécifique pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles qui sont en situation d'itinérance? Ouais, c'est intéressant. La réponse, c'est comme oui et non. Dans un sens, les conditions de misère et de précarité ne sont pas faciles pour personne. Mais les personnes qui ont un profil avec une déficience intellectuelle, ben, c'est plus compliqué un petit peu parce qu'ils vont avoir le croisement de leurs limitations intellectuelles avec des enjeux de santé mentale, éventuellement. Ils vont être plus à risque de démêlés judiciaires parce qu'ils se mettent à risque des fois en ignorant que c'est interdit. Euh, Ils vont pouvoir avoir plus de comportements dérangeants, des cris dans la rue ou des types de comportements qui dérangent socialement, qui ne sont pas nécessairement dangereux ou délinquants, mais qui sont mal vus. Euh, Puis on sait aussi qu'il va s'accumuler très rapidement des enjeux de santé physique chez ces personnes. Souvent, ils vont avoir un vieillissement précoce et Mhm. des conditions de misère comme ça, des conditions de précarité, ben, ça détériore beaucoup la santé physique.
Donc, je dirais que le profil qui est triste, mais c'est la personne qui est trop autonome pour avoir certains services, pas assez autonome pour avoir un logement ordinaire, trop complexe pour les ressources qui sont générales, pas assez spécifique pour des ressources spécialisées, tu sais. Et donc, là, on se ramasse dans ce profil-là de déficience intellectuelle dite légère, euh, mais pris, donc on peut pas être capable d'aboutir finalement son inclusion, sa participation au monde social. Alors que si on va dans les spectres plus modérés ou profonds, ben là, on va avoir une espèce de lumière qui clignote en disant ces personnes-là, il faut les aider, il faut les sortir de là, on a des ressources. On va avoir des pratiques des fois qui Hmm. ressemblent à l'institutionnalisation par ailleurs pour ces personnes-là, mais on ne les laissera pas à la rue. Donc, le grand drame, c'est de la personne qui est juste sur la ligne, en fait. Hmm. Ouais, c'est un bon point, ça. Alors, la dernière question. Quelle est la ressource, soit une idée, une réflexion ou quelque chose que nous n'avons pas encore discuté que tu aimerais partager avec les auditeurs? Ouais, ben moi déjà, il y a des mythes qu'on reconduit socialement, qu'on aime se raconter, que je trouve problématiques, qui nuisent beaucoup à la situation. Donc, le mythe de si tu veux, tu peux. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas juste par le vouloir qu'on peut s'en sortir, en fait. Puis il y a des OK. personnes, c'est distribué inégalement cette capacité-là à vouloir pouvoir s'en sortir. Donc, quand on pense à des personnes qui ont des DI, moi, je trouve ça très dur de les responsabiliser en disant, ben finalement, s'ils voulaient vraiment, ils s'en sortiraient. Premier mythe. Deuxième mythe, le choix de la rue. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais cette idée que les personnes auraient fait le choix d'être à la rue. Pour ma part, moi, j'ai fait des entrevues avec plus de 200 personnes en situation d'itinérance et les personnes qui m'ont dit qu'elles avaient fait le choix d'être à la rue, c'était des personnes qui fuyaient des milieux où ils étaient abusés ou la détention, par exemple. Donc, le choix d'être à la rue, c'est pas un choix dans l'absolu. L'autre chose que je pense qu'il faut cesser socialement, c'est de dire eux et nous, Hmm. de créer cette distance-là, comme si c'était des gens étrangers à l'humanité. Donc, il faut Mhm. revenir dans un nous collectif qui dit, ben, on est collectivement responsable de ce qui se passe et collectivement responsable de prendre soin, d'aider les personnes qui en ont besoin. Donc, il y a un peu ça, c'est cette idée qu'on vit dans une société, par exemple, égalitaire, démocratique, tout ça, ben, je pense qu'il faut aussi voir que, OK, nous, les privilégiés, c'est peut-être dans cette société-là qu'on vit, mais on a une société en dessous qui ne vit pas du tout dans ce système-là, qui vit dans un système très dur, très violent. Et c'est là que j'aime parler de, je pense qu'il faut mettre en place de la bienveillance radicale avec ces personnes-là. Donc, cette idée Oui. d'arrêter de dire qu'on est une société bienveillante, mais Mhm. de mettre radical à côté en disant, bon, ben, on passe à l'action, puis on s'en occupe, en fait, on le fait. On ne peut pas contourner. C'est le moment présentement dans la polycrise sociale de dire ça suffit, puis de revenir à cette posture de bienveillance radicale-là pour ces personnes-là. Puis je pense que ça, c'est une des pistes. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus sur cette bienveillance? Justement, j'ai lu l'article je ne me souviens pas c'était quel journal, mais tu avais fait une entrevue avec ce journal-là, puis ça m'a intriguée. Donc, juste parler un petit peu plus justement sur cette bienveillance radicale. Ça semble très intéressant. Oui, l'idée de bienveillance radicale, ça m'est venu un peu en observant un éducateur avec qui je travaille, que je documente la pratique, donc on connaît, là, Sylvain Picard. Mhm. Et je le voyais agir avec les personnes, avec cette position d'ouverture, de bienveillance, d'empathie, prendre le temps, puis avec la forte conviction que c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Même si c'est micro, c'est pas vrai qu'on doit baisser les bras et être fataliste. Et moi, comme amateur, comme je suis sociologue, mais je suis aussi amateur de littérature de science-fiction. Et il y a un courant de la science-fiction qui s'appelle le Hope Punk, qui rend, grosso modo, c'est plusieurs récits là, qui décrivent un monde un peu en crise, un peu en train de se détériorer, dystopique. Mais dans ces récits-là, ce qui est au cœur, c'est les liens humains, puis les gens qui se serrent les coudes par solidarité, qui s'entraident. Et un des concepts d'une autrice, Alexandra Rowland, qui a dit, bon, ben, ces gens-là, ce qui les qualifie, c'est la bienveillance radicale. Donc, Mhm. j'ai aimé transposer ce concept-là de la science-fiction à la réalité en voyant un peu mon collègue faire cette pratique-là. Et je me suis dit, ah ben oui, il y a peut-être là, de ce côté-là, même un projet social plus porteur
pas juste individuel, mais comme société, on pourrait peut-être s'inscrire dans cette volonté d'être radicalement bienveillant avec les gens qui se font détériorer par le fameux système. Vraiment intéressant. Je partageais avec les auditeurs justement le lien à cette entrevue. Donc, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Ce que je retiens de notre discussion, c'est que l'itinérance prend plusieurs formes et les enjeux systémiques vécus par des personnes à une déficience intellectuelle et des besoins complexes fait qu'ils sont surreprésentés. Une stratégie de prévention est de travailler en collaboration avec d'autres systèmes et la communauté afin de mettre des systèmes en place dès un jeune âge pour éviter l'itinérance. De plus, je vous partage et je vous invite à prendre connaissance sur la réflexion de Guillaume portant sur la bienveillance radicale. La bienveillance radicale n'est pas une utopie. C'est une stratégie, une manière concrète de lutter contre le désenchantement du monde en maintenant un lien social. Pour les auditeurs, on a d'autres balados disponibles pour votre écoute, soit sur le système de compétences, le Skill System, le système judiciaire, l'employabilité et le trauma. Pour l'instant, les balados sont disponibles sur Spotify, Amazon Prime, Apple et YouTube, et les liens des balados sont partagés sur le site web, l'infolette et le LinkedIn de la ressource. Donc, abonnez-vous et likez sur ces plateformes. Un grand merci à notre producteur Sébastien Larocque. Ton aide est précieuse dans la réalisation de notre série de balados. Et un grand merci aux auditeurs de votre écoute. Les balados de la ressource, c'est de faire briller les ressources professionnelles en Ontario français. Merci et à bientôt.